Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Poil de carotte, qui est un roman autobiographique de Jules Renard. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux suite à cette lecture avec le hashtag VBN et je vous souhaite une très bonne soirée avec Poil de carotte. Nous en étions aux lettres choisies, donc entre deux poils de carotte à Monsieur le Pic, et il y a quelques réponses de Monsieur le Pic à Poil de carotte. Réponse de Monsieur le Pic. Mon cher Poil de carotte, puisque tu prépares ta première communion et que tu vas au catéchisme, tu dois savoir que l'espèce humaine ne t'a pas attendu pour avoir des clous. Jésus-Christ en avait aux pieds et aux mains. Il ne se plaignait pas. Et pourtant les siens étaient vrais. Du courage, ton père qui t'aime. De Poil de carotte à Monsieur le Pic. Mon cher papa, je t'annonce avec plaisir qu'il vient de me pousser une dent. Bien que je n'ai pas l'âge, je crois que c'est une dent de sagesse précoce. J'ose espérer qu'elle ne sera point la seule et que je te satisferai toujours par ma bonne conduite et mon application. Ton fils affectionné. Réponse de Monsieur le Pic. Mon cher Poil de carotte, juste comme ta dent poussait, une des miennes se mettait à branler. Elle s'est décidée à tomber hier matin. De telle sorte que si tu possèdes une dent de plus, ton père en possède une de moins. C'est pourquoi il n'y a rien de changé et le nombre des dents de la famille reste le même. Ton père qui t'aime. De Poil de carotte à Monsieur le Pic. Mon cher papa, imagine-toi que c'était hier, la fête de Monsieur Jacques, notre professeur de latin, et que, d'un commun accord, les élèves m'avaient élu pour lui présenter les vœux de toute la classe. Flattée de cet honneur, je prépare longuement le discours et j'intercale à propos quelques citations latines. Sans fausse modestie. J'en suis satisfait. Je le recopie au propre sur une grande feuille de papier ministre et, le jour venu, excité par mes camarades qui murmuraient « Vas-y, vas-y donc !» je profite d'un moment où Monsieur Jacques ne nous regarde pas et je m'avance vers sa chaire. Mais à peine ai-je déroulé ma feuille et articulé d'une voix forte « Vénéré maître !» que Monsieur Jacques se lève furieux et s'écrie « Voulez-vous filer à votre place plus vite que ça ?» Tu penses, si je me sauve et cours m'asseoir, tandis que mes amis se cachent derrière leurs livres et que Monsieur Jacques m'ordonne avec colère. Traduisez la version. Mon cher papa, qu'en dis-tu? Réponse de Monsieur le Pic. Mon cher Poil de carotte, quand tu seras député, tu en verras bien d'autres. Chacun son rôle. Si on a mis ton professeur dans une chaire, c'est apparemment pour qu'il prononce des discours et non pour qu'il écoute les tiens. De Poil de carotte à Monsieur le Pic. Mon cher papa, je viens de remettre ton lièvre à Monsieur le Gris, notre professeur d'histoire et de géographie. Certes, il me parut que ce cadeau lui faisait plaisir. Il te remercie vivement. Comme j'étais entrée avec mon parapluie mouillé, il me l'ôta lui-même des mains pour le reporter au vestibule. Puis nous causâmes de choses et d'autres. Il me dit que je devais enlever, si je voulais, le premier prix d'histoire et de géographie à la fin de l'année. Mais croirais-tu que je restais sur mes jambes tout le temps que dura notre entretien et que Monsieur le Gris, qui à part cela fut très aimable, je le répète, ne me désigna même pas un siège? Est-ce oubli ou impolitesse? Je l'ignore et serais curieux, mon cher papa, de savoir ton avis. Réponse de Monsieur le Pic. Mon cher Poil de carotte, tu réclames toujours. Tu réclames parce que Monsieur Jacques t'envoie t'asseoir et tu réclames parce que Monsieur le Gris te laisse debout. Tu es peut-être encore trop jeune pour exiger des égards, et si Monsieur le Gris ne t'a pas offert une chaise, excuse-le. C'est sans doute que, trompé par ta petite taille, il te croyait assis. De Poil de carotte à Monsieur le Pic. Mon cher papa, j'apprends que tu dois aller à Paris. Je partage la joie que tu auras en visitant la capitale que je voudrais connaître et où je serai de cœur avec toi. Je conçois que mes travaux scolaires m'interdisent ce voyage, mais j'en profite
de l'occasion pour te demander si tu ne pourrais pas m'acheter 1 ou 2 livres. Je sais les miens par cœur. Choisis n'importe lesquels. Au fond, ils se valent. Toutefois, je désire spécialement la Henriade par François-Marie Arouet de Voltaire et la Nouvelle Héloïse par Jean-Jacques Rousseau. Si tu me les apportes, les livres ne coûtent rien à Paris. Je te jure que le maître d'études ne me les confisquera jamais. Réponse de Monsieur Le Pic. Mon cher poil de carotte, les écrivains dont tu me parles étaient des hommes comme toi et moi. Ce qu'ils ont fait, tu peux le faire. Écris des livres, tu les liras ensuite. De Monsieur Le Pic à poil de carotte. Mon cher poil de carotte, ta lettre de ce matin m'étonne fort. Je la relis vainement, ce n'est plus ton style ordinaire et tu y parles de choses bizarres qui ne me semblent ni de ta compétence, ni de la mienne. D'habitude, tu nous racontes tes petites affaires, tu nous écris les places que tu obtiens, les qualités, les défauts que tu trouves à chaque professeur, les noms de tes nouveaux camarades, l'état de ton linge, si tu dors, si tu manges bien. Voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je comprends plus. À propos de quoi, s'il te plaît, cette sortie sur le printemps quand nous sommes en hiver, que veux-tu dire? As-tu besoin d'un cache-nez? Ta lettre n'est pas datée, on ne sait si tu l'adresses à moi ou au chien. La forme même de ton écriture me paraît modifiée, la disposition des lignes, la quantité des majuscules me déconcerte. Bref, tu as l'air de te moquer de quelqu'un. Je suppose que c'est de toi et je tiens à t'en faire non un crime, mais l'observation. Réponse de poil de carotte. Mon cher papa, un mot à la hâte pour t'expliquer ma dernière lettre. Tu ne t'es pas aperçu qu'elle était en vers. Le toiton. Ce petit toit, où tour à tour ont vécu des poules, des lapins, des cochons, vide maintenant, appartient en toute propriété à poil de carotte pendant les vacances. Il y entre commodément, car le toiton n'a plus de porte. Quelques grêles orties emparent le seuil et si poil de carotte les regarde à plat ventre, elle lui semble une forêt. Une poussière fine recouvre le sol. Les pierres des murs luisent d'humidité. Poil de carotte frôle le plafond de ses cheveux. Il est là, chez lui, et s'y divertit. Dédaigneux des jouets encombrants, aux frais de son imagination. Son principal amusement consiste à creuser 4 nids avec son derrière. Un à chaque coin du toiton. Il ramène de sa main comme d'une truelle des bourrelets de poussière et se cale. Le dos au mur, lisse, les jambes pliées, les mains croisées sur ses genoux, gitées, il se trouve bien. Maintenant, il ne peut pas tenir moins de place. On oublie le monde, ne le craint plus. Seul, un bon coup de tonnerre le troublerait. L'eau de vaisselle qui coule non loin de là, par le trou de l'évier, tantôt à torrent, tantôt goutte à goutte, lui envoie des bouffées fraîches. Brusquement une alerte. Des appels approchent, des pas. Poil de carotte? Poil de carotte! Une tête se baisse et poil de carotte, réduit en boulette, se poussant dans la terre et le mur, le souffle mort, la bouche grande, le regard même immobilisé, sans que des yeux fouillent l'ombre. Poil de carotte, es-tu là? Les tempes bosselées, il souffre. Il va crier d'angoisse. Il n'y est pas, le petit animal. Où diable est-il? On s'éloigne et le corps de poil de carotte se dilate un peu. Reprend de l'aise. Sa pensée parcourt encore de longues routes de silence, mais un vacarme emplit ses oreilles. Au plafond, un moucheron s'est pris dans une toile d'araignée. Vibre et se débat. Et l'araignée glisse le long d'un fil. Son ventre est la blancheur d'une mie de pain. Elle reste un instant suspendue, inquiète, pelotonnée. Poil de carotte sur la pointe des fesses, la guette. Aspire au dénouement, et quand l'araignée tragique fonce, ferme les toiles de ses pattes, étreint la proie à manger,
Il se dresse debout, passionné, comme s'il voulait sa part. Rien de plus. L'araignée remonte, Poil de Carotte se rassied, retourne en lui, en son âme de lièvre, où il fait noir. Bientôt, comme un filet d'eau alourdi par le sable, sa rêvasserie, faute de pente, s'arrête. Forme flasque et croupit. Le chat. Poil de Carotte l'a entendu dire « Rien ne vaut la viande de chat pour pêcher les écrevisses. Ni les tripes d'un poulet, ni les déchets d'une boucherie. » Or, il connaît un chat. Méprisé parce qu'il est vieux, malade et ça et là pelé. Poil de Carotte l'invite à venir prendre une tasse de lait chez lui, dans son toiton. Ils seront seuls. Il se peut qu'un rat s'aventure hors du mur, mais Poil de Carotte ne promet que la tasse de lait. Il l'a posée dans un coin. Il y pousse le chat et dit « Régale-toi ». Il lui flatte l'échine, lui donne des noms tendres, observe ses vifs coups de langue, puis s'attendrit. Pauvre vieux, jouis de ton reste. Le chat vide la tasse, nettoie le fond, essuie le bord, et il ne lèche plus que ses lèvres sucrées. « As-tu fini ? Bien fini ?» demande Poil de Carotte, qu'il caresse toujours. « Sans doute tu boirais volontiers une autre tasse, mais je n'ai pu voler que celle-là. D'ailleurs, un peu plus tôt, un peu plus tard. » À ces mots, il lui applique au front le canon de sa carabine et fait feu. La détonation étourdit Poil de Carotte. Il croit que le toiton même a sauté. Et quand le nuage se dissipe, il voit à ses pieds le chat qu'il regarde d'un œil. Une moitié de la tête est emportée et le sang coule dans la tasse de lait. « Il n'a pas l'air mort, » dit Poil de Carotte. « Matin, j'ai pourtant visé juste. » Il n'ose bouger tant l'œil unique d'un jaune éclat l'inquiète. Le chat, par le tremblement de son corps, indique qu'il vit, mais ne tente aucun effort pour se déplacer. Il semble saigner exprès dans la tasse, avec les soins que toutes les gouttes y tombent. Poil de Carotte n'est pas un débutant. Il a tué des oiseaux sauvages, des animaux domestiques, un chien, pour son propre plaisir ou pour le compte d'autrui. Il sait comment on procède, et que si la bête a la vie dure, il faut se dépêcher, s'exciter, rager, risquer, au besoin, une lutte corps à corps. Sinon des accès de fausse sensibilité nous surprennent, on devient lâche, on perd du temps, on n'en finit jamais. D'abord, il essaie quelque agacerie prudente. Puis il empoigne le chat par la queue et lui assène sur la nuque des coups de carabine si violents que chacun d'eux paraît le dernier. Le coup de grâce. Les pattes folles, le chat moribond griffe l'air, se recroqueville en boule ou se détend et ne crie pas. Qui donc m'affirmerait que les chats pleurent quand ils meurent, dit Poil de Carotte. Il s'impatiente, c'est trop long. Il jette sa carabine, cercle le chat de ses bras et, s'exaltant à la pénétration des griffes, les dents jointes, les veines orageuses, il l'étouffe. Mais il s'étouffe aussi, chancelle, épuisé, et tombe par terre, assis, sa figure collée contre la figure. Ses deux yeux dans l'œil du chat. Poil de Carotte est maintenant couché sur son lit de fer. Ses parents et les amis de ses parents, mandés en hâte, visitent, courbés sous le plafond bas du toiton, les lieux où s'accomplit le drame. « Ah !» dit sa mère, « j'ai dû centupler mes forces pour lui arracher le chat broyé sur son cœur. Je vous certifie qu'il ne me sert pas ainsi, moi. » Et tandis qu'elle explique les traces d'une férocité qui plus tard, aux veillées de famille, apparaîtra légendaire, Poil de Carotte dort et rêve. Il se promène le long d'un ruisseau, où les rayons d'une lune évitable remuent, se croisent comme les aiguilles d'une tricoteuse. Sur les pêchettes, les morceaux du chat flamboient,
à travers l'eau transparente. Des brumes blanches glissent au ras du pré. Cachent peut-être de légers fantômes. Poil de carotte, ses mains derrière son dos, leur prouvent qu'ils n'ont rien à craindre. Un bœuf approche, s'arrête et souffle, détale ensuite, répand jusqu'au ciel le bruit de ses 4 sabots et s'évanouit. Quel calme! Si le ruisseau bavard ne caquetait pas, ne chuchotait pas, n'agaçait pas autant, à lui seul, qu'une assemblée de vieilles femmes. Poil de carotte, comme s'il voulait le frapper pour le faire taire, lève doucement un bâton de pêchette, et voici que du milieu des roseaux montent des écrevisses géantes. Elles croissent encore, et sortent de l'eau, droites, luisantes. Poil de carotte, alourdi par l'angoisse, ne sait pas fuir, et les écrevisses l'entourent. Elles se haussent vers sa gorge, elles crépitent. Déjà, elles ouvrent leurs pinces, toutes grandes. Les moutons. Poil de carotte n'aperçoit d'abord que de vagues boules sautantes. Elles poussent des cris étourdissants et mêlés, comme des enfants qui jouent sous un préau d'école. L'une d'elles se jette dans ses jambes et il en éprouve quelque malaise. Une autre bondit en pleine projection de lucarne. C'est un agneau. Poil de carotte sourit d'avoir peur. Ses yeux s'habituent graduellement à l'obscurité et les détails se précisent. L'époque des naissances a commencé. Chaque matin, le fermier Pajol compte 2 ou 3 agneaux de plus. Il les trouve égarés parmi les mers, gauches, flageolants, sur leurs pattes raides, 4 morceaux de bois d'une sculpture grossière. Poil de carotte n'ose pas encore les caresser. Plus hardi, il suçote déjà ses souliers, ou pose leurs pieds de devant sur lui, un brin de foin dans la bouche. Les vieux, ceux d'une semaine, se détendent d'un violent effort, de l'arrière-train, et exécutent un zigzag en l'air. Ceux d'un jour, maigres, tombent sur leurs genoux anguleux, pour se relever plein de vie. Un petit qui vient de naître se traîne, visqueux et non léché. Sa mère, gênée par sa bourse gonflée d'eau et ballottante, le repousse à coups de tête. « Une mauvaise mère !» dit Poil de carotte. « C'est chez les bêtes comme chez le monde !» dit Pajol. « Elle voudrait sans doute le mettre en nourrice ?» ?»« Presque, » dit Pajol. « Il faut à plus d'un donner le biberon, un biberon comme ceux qu'on achète au pharmacien. Ça ne dure pas, la mère s'attendrit. D'ailleurs, on les mate. » Il la prend par les épaules et l'isole dans une cage. Il lui noue au cou une cravate de paille pour la reconnaître, si elle s'échappe. L'agneau la suivit. La brebis mange avec un bruit de râpe et le petit frissonnant se dresse sur ses membres, mou, essaie de téter, plaintif, le museau enveloppé d'une gelée tremblante. « Et vous croyez qu'elle reviendra à des sentiments plus humains ?» dit Poil de carotte. « Oui, quand son derrière sera guéri, » dit Pajol. « Elle a eu des couches dures. »« Je tiens à mon idée, » dit Poil de carotte. « Pourquoi ne pas confier provisoirement le petit aux soins d'une étrangère ?»« Elle le refuserait, » dit Pajol. En effet, des 4 coins de l'écurie, les bêlements des mères se croisent, sonne l'heure des tétés, et monotones aux oreilles de Poil de carotte sont nuancés pour les agneaux. Car sans confusion, chacun se précipite droit aux tétines maternelles. Ici, dit Pajol, point de voleuse d'enfants. Bizarre, dit Poil de carotte. Cet instinct de la famille chez ces ballots de laine, comment l'expliquer? Peut-être par la finesse de leur nez. Il a presque envie d'en boucher un, pour voir. Il compare profondément les hommes avec les moutons, et voudrait connaître les petits noms des agneaux. Tandis qu'avide il suce, leur maman, les flancs battus de brusques coups de nez, mange paisible, indifférente. Poil de carotte remarque dans l'eau d'une auge des débris de chaînes, des cercles de roues, une pelle usée. « Elle est propre, votre auge, » dit-il d'un ton fin. « Assurément, vous enrichissez le sang des bêtes au moyen de cette ferraille. »« Comme de juste, » dit Pajol, « tu avales bien des pilules, toi. » Il offre à Poil de carotte de goûter l'eau, afin qu'elle devienne encore plus fortifiante.
Il y jette n'importe quoi. « Veux-tu un berdin ?» dit-il. « Volontiers, » dit Poil de Carotte sans savoir. « Merci d'avance. » Pajol fouille l'épaisse laine d'une mère et attrape avec ses ongles un berdin jaune, rond, dodu, repu, énorme. Selon Pajol, 2 de cette taille dévoreraient la tête d'un enfant comme une prune. Il le met au creux de la main de Poil de Carotte et l'engage. S'il veut rire et s'amuser, à le fourrer dans le cou ou les cheveux de ses frères et sœurs. Déjà, le berdin travaille, attaque la peau. Poil de Carotte éprouve des picotements aux doigts, comme s'il tombait du grésil. Bientôt, au poignet, il gagne le coude. Il semble que le berdin se multiplie, qu'il va ronger le bras jusqu'à l'épaule. Tant pis, Poil de Carotte le serre. Il l'écrase et essuie sa main, sur le dos d'une brebis, sans que Pajol s'en aperçoive. Il dira qu'il l'a perdue. Un instant encore, Poil de Carotte écoute. Recueilli, les bêlements qui se calment peu à peu. Tout à l'heure, on n'entendra plus que le bruissement sourd du foin broyé entre les mâchoires lentes. Accrochée à un barreau de râtelier, une limousine aux raies éteintes semble garder les moutons toute seule. Parrain. Quelquefois, Madame Le Pic permet à Poil de Carotte d'aller voir son parrain, et même de coucher avec lui. Ok. C'est un vieil homme bourru, solitaire, qui passe sa vie à la pêche ou dans la vigne. Il n'aime personne et ne supporte que Poil de Carotte. « Te voilà, canard, dit-il. »« Oui, parrain, dit Poil de Carotte sans l'embrasser. M'as-tu préparé ma ligne ?»« Nous en aurons assez d'une pour nous deux, dit parrain. » Poil de Carotte ouvre la porte de la grange et voit sa ligne prête. Ainsi, son parrain le taquine toujours, mais Poil de Carotte, averti, ne se fâche plus, et cette manie du vieil homme complique à peine leur relation. Quand il dit oui, il veut dire non, et réciproquement. Il ne s'agit que de ne pas s'y tromper. Si ça l'amuse, ça ne me gêne guère, pense Poil de Carotte. Et il reste bon camarade. Parrain, qui d'ordinaire ne fait de cuisine qu'une fois par semaine, pour toute la semaine, met au feu, en l'honneur de Poil de Carotte, un grand pot de haricots avec un bon morceau de lard, et pour commencer la journée, le force à boire un verre de vin pur. Puis ils vont pêcher. Parrain s'assied au bord de l'eau et déroule méthodiquement son crin de Florence. Il consolide avec de lourdes pierres ses lignes impressionnantes et ne pêche que les gros qu'il roule au frais dans une serviette et lange comme des enfants. Surtout, dit-il à Poil de Carotte, ne lève ta ligne que lorsque ton bouchon aura enfoncé 3 fois. Pourquoi 3 ? La première ne signifie rien. Le poisson mordit. La seconde, c'est sérieux. Il avale. La troisième, c'est sûr. Il ne s'échappera plus. On ne tire jamais trop tard. Poil de Carotte préfère la pêche au goujon. Il se déchausse, entre dans la rivière et avec ses pieds agite le fond sablonneux pour faire de l'eau trouble. Les goujons stupides accourent et Poil de Carotte en sort un à chaque jet de ligne. À peine a-t-il le temps de crier au parrain « 16, 17, 18 » Quand Parrain voit le soleil au-dessus de sa tête, on rentre déjeuner. Il bourre Poil de Carotte de haricots blancs. « Je ne connais rien de meilleur, lui dit-il, mais je les veux cuits en bouillie. J'aimerais mieux mordre le fer d'une pioche que manger un haricot qui craque sous la dent. Craque comme un grain de plomb dans une aile de perdrix. Cela fonde sur la langue. D'habitude, maman ne les fait pas trop mal. Pourtant, on ne sait plus ça. On doit ménager la crème. Canard, j'ai du plaisir à devoir manger. Je parie que tu manges point ton content chez ta mère. Tout dépend de son appétit. Si elle a faim, je mange à sa faim. En se servant, elle me sert par-dessus le marché. Si elle a fini, j'ai fini aussi. On en redemande, bêta. C'est facile à dire, mon vieux, d'ailleurs, il vaut toujours mieux rester sur sa faim. Et moi, qui n'ai pas d'enfant, je lècherais le derrière d'un singe si ce singe était mon enfant. Arrangez ça.
Ils terminent leur journée dans la vigne où Poil de Carotte tantôt regarde piocher son parrain et le suit pas à pas. Tantôt, couché sur des fagots de sarment et les yeux au ciel, suce des brins d'osier. La fontaine. Il ne couche pas avec son parrain pour le plaisir de dormir. Si la chambre est froide, le lit de plume est trop chaud, et la plume, douce aux vieux membres du parrain, met vite le filleul en nage, mais il couche loin de sa mère. « Elle te fait donc bien peur ?» dit Parrain. « Ou plutôt, moi, je ne lui fais pas assez peur. Quand elle veut donner une correction à mon frère, il saute sur un manche de balai, se campe devant lui, et je te jure qu'elle s'arrête court. Aussi, elle préfère le prendre par les sentiments. Elle dit que la nature de Félix est si susceptible qu'on n'en ferait rien avec des coups, et qu'il s'applique mieux à la mienne. Tu devrais essayer du balai, Poil de Carotte. Si j'osais. Nous nous sommes souvent battus, Félix et moi, pour de bon ou pour jouer. Je suis aussi fort que lui, et je me défendrai comme lui. Mais je me vois armée d'un balai contre maman, elle croirait que je la porte. Il tomberait de mes mains dans les siennes et peut-être qu'elle me dirait merci avant de taper. Dors, canard, dors. Ni l'un ni l'autre ne peut dormir. Poil de Carotte se retourne, étouffe et cherche de l'air. Et son vieux parrain en a pitié. Tout à coup, comme Poil de Carotte va s'assoupir, Parrain lui saisit le bras. « Es-tu là, canard ?» dit-il. « Je rêvais, je te croyais encore dans la fontaine. Te souviens-tu de la fontaine ?» Comme si j'y étais, Parrain. Je ne te le reproche pas, mais tu m'en parles souvent. Mon pauvre canard, dès que j'y pense, je tremble de tout mon corps. Je m'étais endormie sur l'herbe. Tu jouais au bord de la fontaine, tu as glissé, tu es tombé, tu criais, tu te débattais. Et moi, misérable, je n'entendais rien. Il y avait à peine de l'eau pour noyer un chat. Mais tu ne te relevais pas. C'était là le malheur. Tu ne pensais donc plus à te relever. Si tu crois que je me rappelle de ce que je pensais dans la fontaine, enfin, ton barbotement me réveille. Il était temps. Pauvre canard, oh, pauvre canard, tu vomissais comme une pompe. On t'a changé, on t'a mis le costume des dimanches du petit Bernard. Ouais, il me piquait, je me grattais. C'était donc un costume de crin? Non, mais le petit Bernard n'avait pas de chemise propre à te prêter. Je ris aujourd'hui et une minute, une seconde de plus, je te relevais mort. Je serais loin. Tais-toi. Je m'en suis dit des sottises et depuis je n'ai jamais passé une bonne nuit. Mon sommeil perdu, c'est ma punition. Je la mérite. Moi, Parrain, je la mérite pas et je voudrais bien dormir. Ouais, dors, canard, dors. Si tu veux que je dorme, mon vieux Parrain, lâche ma main. Je te la rendrai après mon somme et retire aussi ta jambe à cause de tes poils. Il m'est impossible de dormir quand on me touche. C'est un peu glauque. Les prunes. Quelque temps agité, il remue dans la plume et le Parrain dit « Canard, tu dors ?»« Non, Parrain, moi non plus. J'ai envie de me lever. Si tu veux, nous allons chercher des vers. » Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. Et à bientôt.